Alors bonjour, bienvenue à LVA TV. Nous avons de la belle visite aujourd'hui en cette période d'élection fédérale où l'on parle assez peu d'agriculture. Nous, on a décidé d'inviter Monsieur Lamontagne, ministre de l'Agriculture au Québec. Bonjour Monsieur Lamontagne. Bonjour Monsieur Patelli. On est heureux de vous rencontrer et de commencer la nouvelle session automnale avec vous. C'est évident, le premier sujet qu'on va vouloir vous parler, c'est les pesticides, parce que ça a été le sujet depuis le printemps dernier. La première question que j'aurais envie de vous poser, votre réaction à la commission qui a eu lieu d'une part, et on a noté au début que sur l'échiquier des gens qui avaient des visions sur les pesticides, il y avait des absents. Et il y avait des absents de tous les côtés. Il y avait des absents du côté de l'Union paysanne, il y avait des absents du côté des compagnies, CropLife, Bayer, etc. Certains ont réussi à obtenir une place, comme l'Union paysanne, par petit forcing médiatique. Puis les compagnies n'ont pas été entendues. Est-ce que c'est un manque dans la commission, à vos yeux? Écoutez, je ne porterai pas de jugement, bien honnêtement, sur la façon dont la commission a décidé de faire ses travaux, parce que moi, je n'ai pas de lien avec la commission. Et puis, ce que j'ai pris acte, par contre, c'est que je pense que c'est 75 mémoires qui ont été déposées. Il y a 26 intervenants ou 27 intervenants là, qui ont été entendus. Puis à la lumière de ça, je pense qu'il y a quand même là, beaucoup de renseignements, d'informations, d'opinions, tout ça qui ont pu être partagés là, au bénéfice de la commission. Mais comment la commission a choisi de conduire ses travaux, qui elle a invité, tout ça, ce n'est pas quelque chose là, que j'ai à commenter. Là. Quand même, sur le fond de la commission, il y a un sujet, d'ailleurs qui est le sujet qui avait été levé avant l'été par Louis Robert, l'histoire des agronomes liés ou non liés. Est-ce que vous, en tant que ministre de l'Agriculture, vous pouvez vous positionner pour dire est-ce qu'un agronome, qu'il soit public ou privé, il fait la même job s'il est chapeauté par son ordre? Est-ce qu'un ministre peut se positionner là-dessus? Je vous dirais que dans un premier temps, je n'ai pas à me positionner là-dessus. Je dois prendre pour acquis, il y a un ordre justement qui est l'ordre professionnel des agronomes du Québec, qui a édicté un code de conduite à laquelle souscrit la totalité des membres, ou devrait souscrire la totalité des membres. Alors, dans quel esprit ils font leur travail et tout ça, et de quelle manière, c'est davantage quelque chose qui regarde l'ordre que le ministre de l'Agriculture. On a assisté, nous, quand je dis nous, une partie de l'équipe de la Vie agricole et de LVA TV a assisté au congrès des agronomes il y a quelques jours. Ils ont revoté en Assemblée générale un article qui dit en fait qu'un agronome, c'est un agronome. C'est pour ça que je posais la question à savoir, pour le ministre, est-ce qu'un agronome, c'est un agronome ou on peut le différencier selon qu'il soit public ou privé? Écoutez, j'ai pas de jugement à porter là-dessus, parce que là, je viendrais un peu m'ingérer dans la façon dont l'Ordre des agronomes se conduit. Par contre, c'est certainement... la question d'éthique et de code de conduite là, devrait, dans mon livre à moi, s'appliquer à tous les agronomes, au même titre que ce soit un médecin, que ce soit un dentiste. Il y a un protocole, il y a une éthique, il y a un code de conduite. Alors, ça devrait être le même code de conduite qui s'applique, peu importe dans quel contexte là, on fait notre travail. Là. Dernière question sur les pesticides. Lors du passage de l'Union paysanne, le jeudi matin, en fait, l'Union paysanne s'est servi un petit peu de la tribune pour remettre de l'avant certains sujets. Vous serez libre de les commenter ou pas. Des sujets comme le monopole syndical, comme le hors-quota. Mais il y a un sujet, nous, qui nous a marqué, intéressé, parce qu'on s'est dit que c'est les seuls qui en parlent. Ce sont les travailleurs étrangers. Ouais. Eux, ils ont amené le sujet en disant, mais le travailleur étranger, finalement, lui, il est en contact direct avec les pesticides, il vient 6 mois, il repart dans son pays. Là, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité du gouvernement, du MAPAC ou du ministère de la Santé d'avoir un suivi sur ces personnes-là, en fait, si on parle d'une problématique? Écoutez, la responsabilité, là, c'est d'offrir toujours le meilleur environnement ou l'environnement le plus sécuritaire à peu importe les travailleurs là, qui travaillent en agriculture. J'ai soulevé le point là, qui avait été j'ai relevé, c'est-à-dire le point soulevé par l'Union paysanne. Je vous dirais qu'au moment où on se parle, je n'ai pas eu d'échange à ce niveau-là pour savoir s'il y avait un suivi ou quelle sorte d'encadrement qui était donné pour ces situations-là. Mais l'objectif, c'est que ce soit un environnement sécuritaire là, pour tous les travailleurs. Là. Puis le MAPAC pourrait, dans un futur proche, être en relation avec d'autres ministères pour s'assurer que ces travailleurs-là... il y a certainement des questions à poser, là, puis de s'entendre. Entre autres, il y a mon collègue là, au ministère du Travail, justement avec lui. Il y a certainement des questions à poser pour voir qu'est-ce qu'il y en est là. Concernant le dossier du porc, ouais. Là, en fait, on sait qu'avec les relations avec la Chine ne sont pas fortes entre le Canada et la Chine. Ça a un impact, les producteurs de porc en parlent. Vous, en tant que ministre de l'Agriculture au Québec, quels sont
les réponses que vous pouvez donner à des producteurs de porc qui sont inquiets actuellement de ce qui se passe? Bien, écoutez, dans ce dossier-là, il y a deux choses. Il y a les transformateurs et puis il y a les producteurs. Le premier effet, d'une façon importante, c'est au niveau des transformateurs. Parce que les transformateurs ont des ententes avec les producteurs. Les producteurs produisent en fonction des ententes qu'ils ont avec les transformateurs. Dans les cas qu'on a, s'il y a des situations plus difficiles, les producteurs, on a des programmes de soutien qui sont là pour soutenir l'industrie, puis qui déclenchent quand le programme a besoin de déclencher. Pour les transformateurs, bien, ça a été, ils ont possibilité de trouver des nouveaux marchés, mais ce qu'on constate, là, il y a des accumulations, si on veut, importantes de stock. Puis de trouver des nouveaux marchés, bien, c'est pas toujours des passages là, qui sont évidents. Alors moi, j'ai été, honnêtement, bien là, moins depuis quelques semaines, là, mais j'ai été en contact avec la ministre fédérale régulièrement à ce sujet-là, parce que, advenant là, que c'est vraiment une situation qui perdure, puis le signal qu'on reçoit, en tout cas du côté des transformateurs, parce qu'ils n'ont pas de programme de soutien, là, c'est que si vraiment ils tombent dans des eaux difficiles ou plus difficiles, bien, il faut falloir qu'il y ait quelque chose qui vienne de la part du gouvernement fédéral. Est-ce que vous aviez une écoute de la part de Mme Bibeau quand vous lui avez parlé de ça avant qu'on rentre en période d'élection, en fait? Oui, bien, comme je vous dis, j'ai eu plusieurs échanges avec elle. Puis entre autres, on en a parlé lors de la conférence des ministres de l'Agriculture. On était tous les ministres de l'Agriculture du Canada. On en a plusieurs qui étaient affectés. L'Ouest était davantage affecté au niveau des céréales, au niveau du bœuf. Nous, le Québec, on était certainement très affectés par la question du porc. Moi, j'ai eu beaucoup d'écoute, puis j'ai trouvé beaucoup de transparence de la part de la ministre. Elle nous donnait assez l'heure juste sur l'état des discussions, les échanges qu'il y avait, parce que dans le dossier du porc, ça a été initié, là, il y avait des questions de certificat de contrefaçon. Et puis, le signal qu'on avait, puis qu'elle nous donnait, c'est qu'il y avait vraiment une communication avec les Chinois. C'est-à-dire que les gens, il y avait la question de pourquoi c'est arrivé. Ça, c'était un dossier. Puis les Chinois avaient accepté aussi pourquoi c'est arrivé, c'est un dossier. Puis l'autre dossier, bon, bien, qu'est-ce qui va nous garantir? Quel est le protocole que vous allez mettre en place pour nous garantir que ça n'arrivera plus? C'était sur cette base-là que je faisais les travaux. Puis ce qu'elle me disait, c'est qu'il y avait des échanges, il y avait une communication. Tandis que dans d'autres dossiers, il n'y a pas de communication. Alors, mais il reste que le pourquoi c'est arrivé. On peut des fois aussi un petit peu douter s'il n'y a pas des raisons politiques. Ça, honnêtement, je ne suis pas dans cette sphère-là, là, fait que je ne spéculerai pas. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a un marché pour nous qui était très, très porteur depuis quelques années. Puis même dans le premier trimestre de l'année, là, c'était une augmentation considérable des ventes, des exportations. Puis ce qui est important de comprendre aussi, c'est que sur le marché chinois, on vend là où les transformateurs vont écouler là des produits qui n'écoulent pas sur d'autres marchés. Alors, il y a une rentabilité additionnelle qui va se chercher là. Fait que là, il y a non seulement c'est que ce marché-là est fermé, mais aussi cette perspective-là de rentabilité additionnelle par des sous-produits, si on veut, bien, ne sont plus disponibles. Alors, moi, ma préoccupation, c'est de faire en sorte que le gouvernement fédéral fait tout en son possible pour redonner accès le plus rapidement possible aux transformateurs. Mais sinon, ultimement, là, dépendamment des dommages, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, ça soit à table, puis que ça soit les transformateurs pour leur venir en aide, là. Vous parlez de venir en aide aux transformateurs, justement, dans le domaine du lait. On a beaucoup parlé des producteurs de lait au cours des dernières années. Il y a des compensations qui ont été promises plusieurs fois par les conservateurs, par les libéraux, repromises à nouveau d'ici la fin de l'année. Mais nous, on a eu des échos récemment par des sources du milieu de la transformation laitière. Là, c'est la transformation laitière qui, elle aussi, commence à dire ça devient compliqué parce que les quotas d'importation de fromage ont été donnés à la distribution plutôt qu'à la transformation. Et certains transformateurs qui sont dans du lait, dans des classes spéciales, payent jusqu'à 95 sous pour son lait. Est-ce qu'encore là, le ministre de l'Agriculture a un message pour les transformateurs laitiers? Quelles sont les solutions pour eux? En fait, on parle beaucoup des producteurs, mais on ne parle pas de Bien, je vous dirais honnêtement, M. Patelli, j'ai rencontré M. Langlois récemment, là, brièvement, puis on a convenu là, qu'on devait incessamment se rencontrer pour discuter de leurs enjeux. Alors, au moment où on se parle, là, je ne peux pas vous faire état des discussions que j'ai eues avec lui, là, mais c'est prévu. Vous êtes conscient de la problématique? Oui, tout à fait. Il m'en a brièvement parlé. Il m'a dit que ce serait important qu'on se rencontre. Puis honnêtement, moi, je suis, si vous faites le tour un peu sur le terrain, je suis quelqu'un de très accessible quand les gens me rencontrent, ou même je suis volontaire pour les rencontrer. Alors, c'est vraiment sur mon agenda là, que je puisse rencontrer M. Langlois et son équipe pour voir exactement qu'est-ce qu'il y en est, s'il y a des représentations que je peux faire ou qu'est-ce que le Québec peut faire là, pour les assister dans ces difficultés-là.
Autre dossier qui est peut-être moins visible actuellement au Québec, encore que, avec ce qu'on a vécu suite à la marche du 27 septembre, ça va peut-être aller en crescendo. L'Europe vit beaucoup une problématique avec le véganisme, qui est rendu où on voit des attaques de fermes, et on brûle des poulaillers, on brûle des bergeries. C'est pas tout à fait rendu à ce niveau-là au Québec, mais on sent quand même sous-jacent des messages. Est-ce que le MAPAC est prêt à des interventions ou à de l'information dans le cas où vous vivriez des choses pareilles, en fait? Bien, écoutez, d'abord, première des choses, j'ai énormément d'empathie comme vous dites, au Québec, on n'a pas vécu de problématiques, malgré qu'il y a eu quelques incidents quand même au Québec, là, mais on n'a pas vécu de problématiques qui ressemblent à ce qui se passe ailleurs dans le monde, là. J'ai énormément d'empathie pour les producteurs des différentes filières là, qui sont aux prises avec des comportements comme ça. Okay? Ceci étant dit, le travail, s'il y a des choses qui arrivent chez nous puis qu'il y a des actions à prendre, c'est quelque chose qu'on va s'asseoir avec les filières puis qu'on va voir quelle sorte d'action pourrait être prise. Mais l'information, puis diffuser de l'information qui est pertinente et qui est tout à fait transparente, je pense que c'est la meilleure chose. Mais on sait que, écoutez, il y a des gestes, effectivement, qui peuvent être posés, là, qui sont très troublants, puis ultimement, qui font en sorte que les producteurs, se remettent en question, puis vivent ça durement. Alors, honnêtement, j'ai beaucoup d'empathie pour cette situation-là, puis si je peux, à travers comment ça va se développer, là, puis à m'asseoir avec eux, c'est certainement qu'il y a un enjeu là, que je vais vouloir m'asseoir, discuter avec eux, puis comment on peut être utile dans tout ça, là. Monsieur Lamontagne, on ne prendra pas trop de votre temps, mais le dernier enjeu qu'on aimerait échanger avec vous, c'est l'enjeu sur les terres agricoles. Oui. Puis il nous intéresse doublement, puisque, comme vous le savez, on est partenaire de l'Institut Jean Garon. L'Institut Jean Garon a été mandaté par le MAPAC pour une réflexion sur le zonage agricole. Il y a plusieurs étapes dans cette réflexion. Une des étapes, c'est le 12 novembre prochain, juste en face du studio, au Musée des Beaux-Arts du Québec. Une activité en après-midi avec un panel d'experts qui va échanger sur le zonage agricole. Et en fait, on aimerait d'une part savoir, est-ce que le zonage agricole et est-ce que la taxation foncière agricole fait partie des premiers objectifs, du premier plan du MAPAC pour 2020, en fait? Bien, écoutez, causer taxation foncière agricole, là, je peux vous dire que je suis très avancé dans ce dossier-là. Là, puis, c'est difficile, ça, parce qu'on sait que M. Paradis s'est cassé un peu les dents sur... Oui, mais j'espère bien ne pas me casser les dents. Mais honnêtement, je suis passablement avancé. Là. Je ne veux pas rien vous annoncer, là, mais gardez votre poste de télévision ouvert. Là. Éventuellement, là, je devrais être bon pour annoncer des choses à ce niveau-là. Au courant de l'automne ou plus tard dans l'année 2020? Non, j'espère bien cet automne. J'espère bien cet automne. Pour la question générale de la protection du territoire agricole, écoutez, je suis très, très sensible à l'importance de l'intégrité du territoire agricole. Puis c'est quelque chose que je relais à mon gouvernement. Puis je peux vous dire aussi que beaucoup d'écoute à ce niveau-là, au niveau du gouvernement. En même temps, je suis quelqu'un... Oui. J'allais dire oui, beaucoup d'écoute, mais parallèlement, on revoit, encore même ce matin, j'ai lu une chronique de Marcel Groslot qui est sortie, où il mettait de l'avant en fait que l'article 96 que vous aviez voté en fait, va permettre de bypasser la CPTAQ. Puis là, c'est les questionnements sur Google qui va s'installer à Beauharnois, peut-être demain... Je ne suis pas au courant qui va s'installer là. En tout cas, mettons qu'il y a des questionnements dans la société civile sur les terres des Sœurs de la Charité à Québec, on le sait. C'était le cas pour Vaudreuil-Soulanges, pardon. Et là, récemment, M. Groslot parlait, lui, de l'installation de Google dans son lettre d'opinion, en fait. Donc, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que le gouvernement va complètement respecter la CPTAQ ou va trouver des formules, des fois, pour dire on passe à côté? Écoutez, l'objectif, c'est de protéger l'intégrité du territoire agricole. Je suis le premier défenseur de ça. S'il y a des situations, exemple la situation qui se passe à Beauharnois, où le gouvernement a choisi de se prévaloir d'article 96 pour soustraire ce dossier-là à la compétence de la CPTAQ, je peux vous dire que ça s'est fait vraiment dans une optique où il y avait un très, très grand potentiel stratégique au point de vue du développement économique, au point de vue de la prospérité pour le Québec. Mais dans ce cadre-là, je vous dirais que je travaille très fort à faire en sorte que quand on va connaître, si le projet va de l'avant, quand on va connaître
où tout ça va atterrir, là, mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les gens réalisent que oui, on va avoir fait cette emprise-là dans le territoire agricole, mais on va arriver avec un certain nombre de mesures qui vont venir contrebalancer ça pour venir renforcer d'une autre façon le territoire agricole. Parce que je veux vraiment que ça soit ça. C'est de faire ce qu'on a fait là. Écoutez, pour moi, ça devrait être une mesure tout à fait exceptionnelle. Et même dans des cas de mesures exceptionnelles, il faut que la contrepartie ou la compensation ou la mitigation soit tout aussi exceptionnelle pour compenser l'impact. Parce qu'au-delà juste d'un terrain pour un terrain, c'est tout l'effet déstructurant qu'il peut y avoir autour. À partir du moment où il y a un signal, comme vous dites, qu'on envoie à des spéculateurs ou à d'autres gens qui, écoutez, tout est possible, on ne veut pas envoyer ce signal-là. Mais c'est certain qu'on regarde juste, je pense, sur l'île de Montréal, là, je pense que c'est 6 000 hectares qui sont en friche présentement, puis sont détenus par des spéculateurs. Mais justement, il y a aussi un argument dans la chronique du président du PA, Marcel Groslot. Je pense qu'il y a une phrase où il dit que le territoire agricole est tout petit au Québec. La question que j'aurais envie de poser au ministre de l'Agriculture, est-ce que le territoire agricole est si petit que ça, ou c'est parce qu'il n'est pas cultivé partout, en fait? Bien, écoutez, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a certainement il y a une partie du territoire qui est en friche, là, qui n'est pas cultivée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à en cultiver davantage, là? Mais pour revenir sur mon point, très important qu'on pose des gestes qui vont renforcer. Tu sais, je disais encore aujourd'hui, bon, Laval sort un plan pour restructurer son développement agricole. Écoutez, j'ai lu ça avec attention, quelles étaient leurs intentions, mais je vais certainement creuser davantage. La CMM à Montréal a aussi dans ses plans d'augmenter de 10 % sa superficie agricole. Mais encore là, on va avoir une superficie qui va être cultivée. La protection du territoire agricole, écoutez, pour moi, c'est un impératif, là. Il peut y avoir des fois des enjeux. Écoutez, la question... C'est certain qu'aller sacrifier un territoire agricole parce qu'un terrain, quelque part, là, ça coûte moins cher d'aller en zone agricole, pour moi, ça ne devrait pas être une justification. Ça devrait être... Si ça arrive, il faut que ça soit vraiment pour des situations exceptionnelles. Puis si ça arrive dans une situation exceptionnelle, il faut avoir une réponse tout aussi exceptionnelle pour avoir un effet très structurant pour le territoire d'une autre façon, pour venir pas seulement compenser, mais mettre en place des conditions là, pour renforcer le territoire. Là. Puis pour terminer, M. Lamontagne, on sait, quand vous êtes venu au Congrès de l'Union paysanne il y a 1 an maintenant, vous avez eu un discours très très fort en disant le rapport Pronovo, c'est mon étoile du Nord. Vous avez fait un tabac. Et sur place et sur nos vidéos. Est-ce que depuis 1 an que vous êtes au ministère, est-ce que vous avez une vision pour dire des choses du rapport Pronovo, oui, je vais les appliquer, oui, je vais changer un petit peu l'agriculture, puis il n'y aura pas juste l'agriculture qu'on connaît actuellement, mais on va avoir vraiment de la diversité. Est-ce qu'on a les moyens actuellement, avec la structure existante au MAPAC et tout ce qui entoure le MAPAC, de faire ça? Bien, je vous dirais, quand on s'est rencontrés l'an passé, ça faisait quelques temps que j'étais en poste, j'avais confié que j'avais lu, j'avais écumé pas mal ce qui avait à être lu, puis les affirmations que j'ai faites, l'étoile du Nord et puis l'agriculture plurielle, bien, je vous dirais 1 an plus tard ou 10 mois plus tard, là, plus que jamais. Je suis convaincu de l'importance que toutes les formes d'agriculture puissent s'exprimer sur le territoire du Québec. Puis je vous ai déjà expliqué aussi que c'est pas dans mon intention de jouer dans des structures et tout ça, mais sans aller dans le détail, je peux vous dire, j'ai passé... tous les mois, je suis sur le terrain, puis je parle à toutes sortes d'agriculture, puis pas seulement de l'agriculture conventionnelle, traditionnelle. Je parle à tout le monde, les petits, les grands. Écoutez, l'an passé, le prix de la relève agricole, c'est James Thompson, sa femme, avec sa ferme dans l'Outaouais. Je suis allé les visiter. Eux autres, c'est 1,4 hectares, nourrissent 300 familles. Agriculteur d'élite, jeune agriculteur d'élite, l'an passé, c'est François Enfield, qui est avec la CAPé, qui est à Mont-Tremblant, qui cultive 5 hectares. Écoutez, je vais voir tout le monde. Je vais voir des gens qui sont dans de l'agriculture durable, qui sont de la grande culture. Puis moi, ce qui est important, là, c'est tous les talents au Québec, tous les gens qui veulent mettre leur talent et leur passion au service de la culture et de l'occupation du territoire, on a un devoir de créer des conditions pour que ce talent-là puisse s'exprimer. Puis, s'il y a des choses qui étaient claires pour moi il y a 10 mois, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est très, très, très clair. Puis, que je m'applique à m'assurer que
pendant que je suis là, il va y avoir des changements dans l'agriculture pour faire en sorte que ces talents-là puissent s'exprimer. Monsieur Lamontagne, on est très heureux que vous ayez pris du temps pour venir nous rencontrer. On est très heureux aussi que vous ayez encore la passion pour l'agriculture comme vous l'aviez à votre entrée au ministère. Puis on vous souhaite de vous avoir longtemps dans ce gouvernement à l'agriculture. Bien, je peux vous dire, M. Patelli, que cette passion-là, parce qu'elle est en contact avec toute la réalité agricole du Québec, cette passion-là, elle ne fait que grandir. Et puis mon intérêt, c'est vraiment... Chaque jour, je me lève, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour être utile à l'agriculture avec un grand A au Québec? Et puis ça c'est tous les gens qui veulent pratiquer l'agriculture au Québec. Là. Merci. Ça fait plaisir.